Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Nigeria, Peter Obi officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. En Guinée, le pays retient son souffle dans l'attente des résultats législatifs et locaux organisés dans un climat politique marqué par de fortes tensions. Et puis en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires alertent sur la vulnérabilité particulière des femmes face à la propagation du virus Ebola. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'annonçais en titre au Nigeria, Peter Obi a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Ancien gouverneur de l'État d'Anambra et figure de l'opposition nigériane, il se positionne une nouvelle fois comme une alternative politique dans un pays confronté à de nombreux défis économiques et sécuritaires. Plus de détails dans cet élément. Peter Obi sera candidat à l'élection présidentielle de 2027 au Nigeria. Celle-ci va rejouer le scrutin de 2023 avec 3 candidats, dont le président sortant Bola Tinubu et Atiku Abubakar. Ancien gouverneur de l'État d'Anambra dans le sud-est du pays, l'opposant a été désigné candidat par le Congrès démocratique du Nigeria. J'accepte avec reconnaissance cette désignation en tant que candidat de ce grand parti. Dans le même esprit, j'invite le docteur Rabiu Kwankwaso à me rejoindre en tant que candidat à la vice-présidence afin que nous puissions ensemble sauver ce pays. Face au large mécontentement suscité par la dégradation de la situation sécuritaire et économique du Nigeria, Peter Obi se présente comme une alternative crédible. Je souhaite que le Nigeria retrouve cette époque où l'état de droit prévaudra et où le pays fonctionnera comme il se doit.
Les opposants à Bola Tinubu s'étaient ralliés à l'ADC d'Atiku Abubakar. Cependant, cette union a volé en éclats lorsque Peter Obi et Rabiu Kwankwaso ont rejoint le NDC. En Guinée, l'heure est à l'attente après la tenue des élections législatives et locales. Le scrutin boycotté par une partie de l'opposition s'est déroulé dans un contexte politique tendu. Les opérations de compilation se poursuivent tandis que les acteurs politiques et les observateurs restent mobilisés dans l'attente des résultats officiels. Suivons ensemble. Les Guinéens sont dans l'attente des résultats des élections législatives et municipales du dimanche. Le scrutin s'est déroulé 5 ans après le coup d'État contre le président Alpha Condé en 2021. Près de 7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Ils devraient choisir les 147 députés de leur Assemblée nationale. Alors que la coalition des forces vives de Guinée, regroupant les principaux groupes d'opposition et de la société civile, a appelé au boycott du scrutin, le qualifiant de farce électorale. Le camp présidentiel s'achemine donc vers une victoire écrasante à l'issue de ce vote. La Guinée est dirigée par Mamadi Doumbouya, élu pour un mandat de 7 ans en décembre de l'année dernière. Il est arrivé au pouvoir en septembre 2021 après un coup de force. Son régime est accusé de disparition forcée et d'enlèvement de dissidents. Des observateurs dénoncent par ailleurs la régression de la démocratie dans le pays d'Afrique de l'Ouest après la dissolution des principaux partis d'opposition. En République démocratique du Congo, les professionnels de santé mettent en garde contre la forte exposition des femmes au virus Ebola. Selon plusieurs spécialistes, leur rôle dans l'assistance aux personnes malades au sein des familles les place davantage en première ligne face au risque de contamination. Les autorités sanitaires multiplient les actions de sensibilisation afin de limiter la propagation de la maladie. Reportage à suivre. À Bunia, en RDC, les femmes sont les plus vulnérables à l'épidémie d'Ebola en raison du rôle qu'elles jouent au sein de la famille et de leur communauté. Elles ont par exemple vocation à se tenir au chevet des patients et sont donc davantage exposées à la contamination. Lorsque une personne est malade, un membre de famille quelconque est malade, bien dans la communauté, si la personne est malade, la personne, si un membre de communauté est malade, la personne qui va venir aider cette personne malade, c'est la femme. C'est la femme qui viendra faire les bains, c'est la femme qui viendra nourrir, c'est la femme en gros qui sera là pour, je ne sais pas, laver les linges et tout. La couche féminine est surreprésentée parmi les victimes d'Ebola depuis 50 ans, a déclaré ONU Femmes dans un communiqué le 22 mai. Et l'organisation craint que l'épidémie actuelle ne reproduise la même tendance. Les gardes des malades sont en général les femmes. Alors, si la femme est exposée et qu'elle est infectée, donc logiquement, elle va passer l'infection à son entourage. Et les premières personnes qui vont être infectées, ce sont ses enfants. La femme qu'elle allait, les enfants, ses enfants, les petits-enfants qu'elle nourrit, et ainsi de suite. C'est comme ça que la femme, la jeune fille, les enfants sont les personnes les plus exposées pendant cette épidémie. Depuis le début de la nouvelle épidémie, la RDC a enregistré 282 cas confirmés d'Ebola, dont 264 dans la province de l'Ituri, selon les données publiées dimanche par le ministère de la... En France, à présent, les députés examinent ce lundi une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences exercées sur les enfants à l'école et dans le cadre périscolaire. Le texte s'inscrit dans la continuité des travaux engagés après l'affaire Béterrave et entend améliorer les mécanismes de prévention, de signalement et de protection des victimes. Protéger les enfants face aux violences en milieu scolaire, c'est l'objectif de la proposition de loi qui sera examinée cet après-midi par les députés. La rapporteure du texte espère un large consensus à l'Assemblée, au-delà des clivages politiques. Soyons encore en mode transpartisan. Notre défi, c'est le temps. Je crois que tout le monde a envie que cette loi soit votée, mais derrière, il faut qu'il y ait un nombre raisonnable d'amendements. Cette proposition de loi fait suite à la commission d'enquête parlementaire lancée après le scandale de Béterrave. Elle comprend d'abord un volet symbolique, avec la reconnaissance des défaillances de l'État et la création d'une journée d'hommage aux victimes le 19 novembre.
Sur le volet judiciaire, l'allongement du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation de faits de violence sur un mineur et l'interdiction de toutes les violences éducatives. Autre mesure, le renforcement du contrôle des personnels intervenant dans les établissements scolaires. Ils devraient ainsi présenter un certificat d'honorabilité. Au Moyen-Orient, le Koweït a une nouvelle fois visé par des attaques de missiles et de drones dirigées contre une base militaire américaine. Cette nouvelle flambée de violence intervient dans un contexte régional déjà marqué par de fortes tensions entre Washington et Téhéran. Les sirènes d'alerte retentissent à Koweït City. L'armée du Koweït annonce faire face à une attaque de missiles et de drones, la deuxième en moins d'une semaine dans ce pays du Golfe. Elle intervient après un week-end où les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs. Les gardiens de la révolution iranienne confirment avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour des frappes contre l'Iran. Les États-Unis assurent avoir mené des frappes défensives pour la troisième fois en un peu plus d'une semaine. Le commandement américain pour le Moyen-Orient a mené ce week-end des frappes de légitime défense contre des sites radars de commandement et de contrôle de drones iraniens à Goruk en Iran et sur l'île de Kejm, en réponse aux actions agressives iraniennes. Difficile dans ce contexte de violation répétée du cessez-le-feu d'entrevoir la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. La République islamique exige des garanties. Ce qui compte pour nous, ce sont les résultats concrets que nous devons obtenir afin de pouvoir honorer nos propres engagements en retour. Et tant que nous ne serons pas certains d'avoir garanti les droits de la nation iranienne, nous n'approuverons aucun accord. Donald Trump, de son côté, réaffirme que l'Iran souhaite conclure un accord. Le week-end dernier, le président américain a fait parvenir un nouveau texte à Téhéran. Selon la chaîne CBS, cette proposition inclut notamment une prolongation du cessez-le-feu de 60 jours et des clauses prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz. Et puis nous terminons par cette actualité. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé avoir subi de nouvelles attaques au cours de la nuit de dimanche à lundi. Ces actions réciproques fragilisent davantage le cessez-le-feu en vigueur et compliquent les discussions diplomatiques engagées pour parvenir à une désescalade durable. Plus de détails dans cet élément. Donc dans la nuit, une attaque américaine contre alors ce qu'ils appellent une antenne de télécommunication dans la région de Sirik. Alors la région de Sirik se trouve à l'est du détroit d'Ormuz, si vous regardez une carte. Donc une seule frappe et ont affirmé qu'en fait il y avait une riposte contre une base aérienne américaine au Koweït. Donc en riposte à cette attaque contre cette antenne de télécommunication et préviennent que la prochaine fois la riposte sera encore plus dur, que l'Iran ne fera plus preuve de retenue si jamais donc il y a une nouvelle attaque américaine contre des installations en Iran. Il faut savoir que depuis 4 jours, il y a eu selon Téhéran 3 drones, 2 drones MQ-9 et un drone MQ-1 qui ont été abattus au-dessus du golfe Persique. Et les Iraniens disent que non seulement ils ont le contrôle du détroit d'Ormuz et du golfe Persique en mer, mais aussi le ciel donc de cette région et aucun drone n'a le droit de survoler cette zone. Donc une position très ferme de la part de l'Iran sur le contrôle du détroit d'Ormuz et du golfe. Mesdames et messieurs, voilà qui me fait à cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.